Chalussé, c'est un parc d'abord, un grand parc, qui est historique pour la ville, qui date du 19e siècle. Et puis Chalussé, c'était aussi, dans toute l'histoire des Toulonnais, l'hôpital. Ce site, qui est près de la gare maintenant, en plus de cela, a perdu sa vocation d'hôpital et on l'a transformé dans un espace que l'on a appelé, peut-être un peu pompeusement, créativité et connaissance, mais c'était bien l'intention initiale. Il y avait un concours à la fois d'urbanisme et d'architecture, ce qui est assez novateur quand même, c'est qu'on nous demandait de tout faire en même temps, c'est-à-dire le projet urbain et de construire les bâtiments. Une médiathèque, une école d'art, une école de commerce, Kedge, des bureaux pour le département, des logements, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup d'usages très différents, d'équipements très différents, mais qui ont donné la richesse à ce lieu, puisqu'il y a des équipements publics et des équipements privés, du logement. Ce quartier, ça retrace pratiquement 400 ans d'histoire. Sa spécificité vraiment, elle s'est développée au début du XVIIe siècle. C'est quand Henri IV a dit « cette ville qui est au bord de l'eau, dans une baie bien protégée, eh bien, je vais en faire la base de mes bateaux. » Il l'a transformé en un arsenal pour la marine royale. Tout l'espace où nous sommes maintenant était assez éloigné, enfin assez éloigné, 200-300 mètres des remparts de la ville initiale. C'était une campagne. Et puis, une autorité religieuse qui s'est dit il faut que l'on construise à Toulon un hôpital pour les gens âgés, pour les vieillards, comme il disait, les vieillards nécessiteux. Et puis, l'hospice s'est transformé en hôpital, hein, c'est l'hôpital de la Charité. Et là, on est sous Louis XIV, 1700, 1717, 18, Louis XIV est mort en 1715. Pour travailler sur ce projet, qui en fait est un projet de quartier avant d'être un projet de jardin, on a investigué dans le jardin pour essayer de détecter les traces de ce qui avait pu être l'histoire ancienne. Et là, on a une superposition de plusieurs époques de jardin. Et l'histoire à laquelle renvoyait ce jardin botanique de la Marine Royale, qui est donc exceptionnel dans le sens où on n'avait que 3 ports de la Marine Royale en France, que c'était l'époque des Lumières et la grande avancée botanique et de recherche, sachant que les jardins botaniques de la Marine Royale étaient en fait dédiés plutôt à des recherches de pharmacopée, puisque c'était le corps des chirurgiens, enfin des médecins, et donc qui ramenaient des plantes. Et puis, ça a aussi évolué avec l'importation de plantes et leur tentative d'installation sur nos territoires pour de la production agricole ou tinctoriale ou vestimentaire, voilà. On leur doit notamment le néflier du Japon qui a été importé et installé ici sur ces terrains. Les marins, quand ils partaient dans ces grands voyages, ils avaient des difficultés, il peut y avoir des maladies. Donc, on cherchait à trouver des nouveaux médicaments, à éventuellement lutter contre les maladies des tropiques que les marins ramenaient, et puis à améliorer les connaissances. Donc, c'était vraiment un lieu d'étude et un lieu pour pouvoir réussir à sortir de tous ces végétaux des choses utiles pour les équipages des bateaux du roi. Donc c'est un lieu historiquement important qui a existé de 1785 à 1850, puisqu'en 1850, ça a été la création du jardin public, qui était le jardin 19e, qui du coup s'inscrit dans la transformation haussmannienne de la ville, comme l'ont connu beaucoup d'autres villes. Et à partir de ce moment-là, le jardin, comme était devenu public, on a séparé l'hôpital
par une grille du jardin, là, parce que l'hôpital restait une emprise plutôt fermée. Et voilà comment les choses sont passées. Les choses ont continué, il est resté hôpital pendant tout le début du XXe siècle. Et puis, petit à petit, les besoins de la ville, la communauté qui s'est beaucoup agrandie, demandent d'autres constructions d'hôpitaux. Donc un premier hôpital se construit dans l'est de Toulon. Et puis dans les années 2000, un hôpital tout neuf se construit plus loin. Et cet hôpital-là est définitivement fermé. Donc vous voyez un petit peu comme un peu la genèse avec ces espèces d'aller-retour entre comment dirais-je, les besoins de la ville, mais les contraintes du fait que c'est une ville portuaire militaire, qu'elle a fait l'objet de menaces puisqu'elle a été détruite par des bombardements, que la marine est venue s'y installer pour y mettre ses plantes parce qu'elle en avait besoin. Il y a en permanence des intrications comme ça entre le passé et l'histoire pendant les 400 dernières années. La transformation, elle s'est faite sur la totalité de ce quartier, du site, puisqu'il va du point le plus haut, la gare, vers le point le plus bas du parc au sud, et qu'on puisse traverser la totalité de l'équipement qui jusqu'alors était fermé par ces grilles de l'hôpital. Brusquement, les grilles tombent et on le traverse soit de nord au sud, soit aussi de part en part, puisqu'on va pouvoir enfin relier deux quartiers qui se regardaient mais qui n'ont jamais pu se retrouver ou aller d'un à l'autre à travers ces jardins. Donc c'est cette idée de porosité évidemment qui a conduit la démarche. Alors la médiathèque, derrière moi se trouve évidemment la chapelle classée dans laquelle on installe les expositions temporaires qui sont largement ouvertes au grand public et qui peuvent vivre indépendamment de la médiathèque. Et on a sur ma gauche l'aile existante qui est restée, qui n'a pas été détruite pendant la guerre et où se trouvaient les salles de soins des patients. Et l'aile qui est à ma droite avait disparu. Donc on a dû restituer à la fois l'identique, mais pas tout à fait, puisque le matériau n'est plus le même. Il y a ce fameux béton qui va être le socle de ce bâtiment et sablé, pour faire référence au soubassement de la façade classique. Les baies sont strictement les mêmes, le rythme est strictement le même, mais le vitrage lui-même, lui, est beaucoup plus en retrait de la façade, contrairement à la façade classique, il est en creux. Et cela nous permet de contrôler le soleil et de contrôler la course du soleil, été comme hiver, puisque l'été, le creux permet de protéger du rayonnement direct. Le soleil ne tape pas sur les vitres. Et l'hiver, à l'inverse, le soleil étant très très bas, eh bien, le soleil pénètre et réchauffe le bâtiment. Pour ce qui est des matériaux, ça a été un choix qui a été fait pour l'ensemble du site. C'est-à-dire que je souhaitais vraiment qu'on ait une homogénéité de matériaux. Et les couleurs des villes sont faites très souvent du matériau qui était utilisé sur place, qui était exploité sur place, les carrières proches de la ville. Et Toulon, les carrières se trouvent un peu sur les hauteurs. Et j'ai demandé à ce qu'on réouvre une veine de ces carrières, pour la plupart fermées, et que cette pierre soit mélangée au béton, que ce soit un béton clair, et lorsqu'elle va être polie ou acidée ou sablée, eh bien la pierre ressurgit et on a strictement la couleur de la pierre de Toulon. Et ça a été quelque chose aussi d'important pour nous, c'est de la récupération et de faire que ce béton, finalement, soit constitué de tout ce que le territoire nous offre et qu'on peut récupérer. Le béton, on l'a au sol, au mur, au plafond, de façon à finalement devenir abstraction. Finalement, il n'existe plus. Il est là pour mettre en scène l'espace, la volumétrie et l'effet sculptural qu'on veut donner à ces éléments de mise en scène de l'ascension, des escaliers, des lieux de rencontre, des lieux de convivialité. Il faut préciser que ce béton, il est
côté pile et côté face. On a la même chose à l'extérieur et à l'intérieur. Et c'est un procédé qui permet de couler en une seule fois la totalité de l'épaisseur du mur. C'est-à-dire que les deux voiles sont coulées en même temps avec l'isolant qui est fixé au milieu. C'est assez rapide, du coup assez efficace, parce qu'une fois que c'est coulé, on n'a plus rien à faire. Plus de peinture, plus d'enduit, plus de contre-cloison, rien. Donc au départ, c'est un peu plus sophistiqué, c'est plus complexe, mais à l'arrivée, on n'a plus rien il est fini. L'idée, c'était aussi d'agrandir le jardin et donc de mettre l'équipement dans le jardin. Donc le principe, ça a été de conserver la trace du mur et on a ouvert vers la chapelle pour retrouver la perspective entre le jardin et la chapelle. Et puis on a adossé à ce mur une série de gradins et d'escaliers. L'idée, c'était de faciliter les passages d'un niveau à un autre, mais aussi c'était d'en faire un espace d'usage important. Donc ce lieu de la limite, il est devenu aujourd'hui le lieu où on s'assoit, le lieu où on joue, le lieu où on s'installe. Donc c'est un vrai élément, d'ailleurs on peut le voir dans les comportements des gens. Ce gradin, il est quasiment toujours plein. Dans nos petites enquêtes de paysage, alors deux éléments nous ont un peu interpellés. C'était le cyprès chauve, mais qui, quand on est arrivé, n'était plus qu'un tronc mort avec quelques branches, mais qui était vénéré comme un monument, et qui en fait est un arbre qui appartenait au jardin botanique. Donc ça veut dire qu'il a courageusement traversé tous ces siècles pour arriver jusqu'à nous. Il a été soigné. On lui a dégagé les racines, on lui a fait des injections, on a dégagé tout le sol autour pour qu'il ait des conditions de pousse favorables et il a ressuscité. Un deuxième élément, on pense que la mare aux poissons qu'on a aujourd'hui est issue d'un bassin qui servait aussi au jardin botanique. Donc ces deux éléments nous ont permis de borner un peu les choses, mais aussi d'inscrire cette volonté de l'évoquer sur un parcours qui gravissait la pente, puisque le jardin botanique n'était pas cantonné à cette partie de jardin, mais allait quasiment jusqu'à la gare. Et d'où l'idée de retravailler sur ces séquences thématiques qui puissent réévoquer cette histoire botanique du jardin, qui, pour tout vous dire, nous a vraiment fascinés. Voilà. Donc on trouve le long de cette partie du jardin qui longe la rue Chalusset plusieurs thématiques de jardin. On a le jardin du thé, le jardin nourricier, le jardin productif, la terrasse des orangers, et puis on trouve même une petite palmeraie dans les parties plus hautes, puisqu'il se développe en terrasse sur la pente, et qui traverse l'ensemble du quartier. Toute la question patrimoniale, c'est que vraiment on souhaitait conserver tout ce qu'on a pu conserver. Parce que les traces, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours guidée dans mon travail. Dans la réponse du projet à son site, je me suis toujours tenue à rechercher aux archives de différentes manières toutes les traces des vies qui avaient eu lieu avant moi, avant nous. Et c'était un lieu où se trouvaient les remparts de la ville de Toulon. Et c'était quelque chose d'important parce que tout le monde l'avait oublié, ces remparts. On ne comprenait pas pourquoi la voie qui se trouve derrière nous au nord avait cette direction-là qui était incongrue par rapport à toutes les autres voies. Mais en réalité, c'est parce qu'elle s'appuyait sur le chemin des anciens remparts. Et elle a une forme un peu étrange. Et on a retrouvé cette forme et on l'a utilisée pour strictement appliquer le nouveau bâtiment de l'école d'art, en l'occurrence,
le long de ces remparts, d'où ces plis qui ne sont pas gratuits, qui sont des plis qui correspondent vraiment à l'histoire du lieu et à ces anciens remparts. Le projet lui-même portait en fait l'idée de faire vivre ensemble plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Moi, je garde en mémoire le regard des étudiants quand ils sont arrivés pour la première fois dans le bâtiment en octobre 2020, parce qu'ils avaient des yeux écarquillés, brillants, se demandant en fait si c'était vraiment leur école. Pourquoi? Parce que d'abord, le bâtiment lui-même est une sculpture, parce que les espaces sont assez vastes, blancs, clairs, lumineux, et que étaient proposées là des conditions de travail tout à fait exceptionnelles. Il y a une singularité dans le bâtiment, enfin plusieurs singularités pour une école d'art. La première singularité, c'est qu'évidemment, c'est un bâtiment en béton. Béton, verre et bois, c'est-à-dire trois matériaux qui sont des matériaux, je dirais, très classiques, issus du modernisme. Et donc, les murs en béton, c'est quelque chose qui, a priori, n'est pas conçu pour une école d'art où on doit accrocher. Les parois en verre non plus. Et puis, il y a une autre caractéristique de ce bâtiment, c'est qu'il n'y a pas d'angle droit. Et donc, dans les discussions avec l'architecte, évidemment, la question de l'accrochage revenait régulièrement. Comment les étudiants vont pouvoir accrocher? Et chaque fois, j'ai dit, mais non, mais essayons de penser autrement, c'est comment finalement ils vont pouvoir investir l'espace. Et donc, c'est un vrai challenge qu'on offre aux étudiants, y compris sur cet espace où je suis, c'est-à-dire ces balcons qui sont des espaces où les étudiants peuvent travailler, justement, peuvent faire des installations, c'est de penser finalement ce qui est nécessaire, mais strictement nécessaire à leur travail. Le mot qui m'a servi à penser le projet, c'est la modularité. Comment faire pour que ce bâtiment puisse se transformer d'une année sur l'autre, d'une promotion vers une autre promotion. Et dans les faits, puisque chaque promotion qui arrive commence par le 6e étage et puis après descend par étage, en fait, finalement, chacune appréhende et se saisit de l'espace comme elle l'entend. On avait aussi dans le programme plusieurs choses. Il y avait bien sûr la médiathèque, l'école d'art, mais aussi Cage, des logements, des bureaux pour le conseil départemental et ce qu'on appelle TVT Innovation, donc un lieu pour des startups. Et le choix qu'on a fait, et ça c'est aussi une constante dans mon travail, c'est de dire comment économiser de l'espace au sol, comment éviter de trop consommer de terre et s'étaler pour éviter aussi de minéraliser les sols. Et la première proposition qu'on a faite, c'est de dire, eh bien, TVT Innovation, on n'installe pas sur le terrain, on va le poser sur un des bâtiments. On va le faire chapeauter un bâtiment. Et ça a été l'école d'art. Pourquoi l'école d'art? Parce que l'école d'art se trouvait au point le plus haut du terrain, au nord. Il fallait, à mon sens, travailler par un système de paliers successifs, de terrasses successives qui accompagnent le terrain. Et à chaque place correspond un équipement. Moi, je suis convaincue qu'aujourd'hui, les jardins et les parcs sont les nouveaux espaces de centralité. On a quand même un changement climatique qui est plus qu'annoncé, enfin là qui est réel. On voit la sécheresse sur les plantes, on a des stress hydriques de plus en plus importants.
Et là, c'est vrai que par exemple, on critique beaucoup l'arrosage des plantes, on cherche à le limiter, ce qui est juste. Mais dans un espace urbain, l'apport d'eau en arrosage est doublement bénéfique puisque les arbres rejettent, enfin ils transpirent. Et donc du coup, ça crée un climat qui est beaucoup plus agréable et beaucoup plus supportable. Donc en fait, la bonne condition des plantes et leur système évapotranspirant participent à l'amélioration climatique générale de l'ambiance. Et d'ailleurs, c'est très fréquenté, c'est le lieu finalement où on se retrouve, le jardin, tant pour les gens du quartier que pour les étudiants, que pour les gens qui vont même en centre-ville. Enfin, moi, ça m'arrive de passer 3 heures ici quand je suis en transit. Je m'installe et je regarde ce qui se passe. Et je pense qu'on en tire beaucoup d'enseignements sur comment vit un jardin, qu'est-ce que les gens recherchent. Du coup, l'ombre, ça touche des choses extrêmement, on va dire presque charnelles. Hein. Je cherche un peu d'ombre, je vais être un peu au calme. Là, je me mets à l'écart. Là, je préfère être en groupe. En fait, il y a un terme qui oriente beaucoup notre travail, voilà, qui est souvent lié à la musique. C'est le terme d'amplificateur émotionnel. Donc c'est comment est-ce qu'on fabrique un lieu qui, par les saisons, les couleurs, le bruit, les usages, les sensations, fabrique des lieux où on se sent bien, ou qui sont en relation avec nos émotions. C'est un sujet très compliqué pour toutes les villes, on le sait très bien. C'est-à-dire que les années 70, 80, 90, même 2000 et 2010 ont vu une explosion de l'activité commerciale en dehors des centres-villes, avec ces grands centres urbains. Et là, on est allé un peu à l'inverse. Mais ça commence à revenir, parce que les gens se disent finalement, si on arrive à trouver quelque chose au centre-ville, ça nous évite d'avoir des voitures, ça nous évite d'avoir des déplacements longs. Il y a peut-être plus de convivialité. Voilà, c'était un petit peu ça qu'on a dans la tête. Et entreprise qui n'est pas terminée, puisqu'on continue une réhabilitation du centre-ville de Toulon, de la vieille ville, qui garde son charme, mais qui était en très mauvais état, pour permettre justement de retrouver de l'attractivité pour ces sites-là. Ce site est occupé à tout moment de la journée et du soir, et de la nuit même, puisque la médiathèque ouvre le jour, les logements se vident le matin et se remplissent le soir, les étudiants viennent le matin, et donc il y a sans arrêt un flux de personnes qui arrivent ou qui rentrent, qui fait que la cité est vivante, et qui fait que c'est ce qui sera à mon sens l'élément éternel entre la ville et la périphérie, c'est que la périphérie n'offrira jamais ce type de mouvement et d'usages multiples, de croisement de population. Et ça, c'est à la fois une vision à long terme qui est importante. Je pense que pour un maire, la vision à long terme est essentielle, même si le mandat est court, mais se projeter plus loin, c'est quand même le rôle d'un maire. Et la ville, c'est le temps long. L'urbanisme, c'est le temps long et le paysage aussi. Et en ce sens, je trouve que c'est ce qui est beau aussi dans l'architecture, c'est qu'elle fige le temps, un moment du temps. Et finalement, on montre ici que ce bâtiment classé, historique, nous raconte une histoire, on la continue, on la poursuit, et puis d'autres la poursuivront après nous. Et ce lien de l'espace vert qui va lier tous ces lieux ensemble, eh bien c'est ce qui peut-être restera l'élément universel et puis intemporel. Le parc, un jardin restera toujours, un arbre restera toujours, ne se démodera pas. Un bâtiment se démodera, mais il appartiendra à une époque.